Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Grâce à une médiation directe du Royaume du Maroc sous leadership royal, les autorités israéliennes ont décidé l'ouverture du poste frontière Al-Enbir-Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie. Une nouvelle à fort impact humain et social. Les Palestiniens de la Cisjordanie s'en réjouissent. Leur déclaration dans ce journal. En ces temps de forte chaleur, les nourrissons et les enfants en bas âge doivent bénéficier d'une bonne protection contre les risques d'insolation et de déshydratation. Nous suivrons des conseils et des recommandations d'un pédiatre dans son cabinet à Fès. La cité spirituelle a enregistré des chaleurs caniculaires. Clôture en apothéose de la 17e édition du festival Timitar d'Agadir, une édition qui revient après 2 ans d'arrêt à cause du Covid-19. Des artistes de différentes sensibilités ont enflammé la scène, du chabi, des chansons amazighes et de la musique contemporaine. Tous les goûts ont été servis. Bonsoir. D'abord, le rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève. Mercredi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a présidé au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres au cours duquel il a été procédé à l'adoption de 2 projets de loi cadres, d'un projet de loi, de 2 projets de décret et d'une série de conventions internationales. Retour sur les travaux de ce conseil en compagnie d'Iman Abdou. Un agenda chargé au menu des travaux de ce conseil. D'abord, un exposé du ministre de la Santé et de la Protection sociale sur un projet de loi cadre relatif au système national de santé, élaboré en exécution des hautes instructions royales pour la révision du système de santé afin qu'il soit à la hauteur du chantier de la généralisation de la protection sociale, ordonné par Sa Majesté le Roi. Un projet structurant basé sur 4 piliers fondamentaux, l'adoption d'une bonne gouvernance, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l'offre sanitaire et la digitalisation du système de santé. Par la suite, le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques a présenté un exposé sur le projet de la loi cadre relatif à la charte de l'investissement. Autre projet qui intervient en exécution des hautes orientations royales visant à doter le Maroc d'une charte de l'investissement compétitive. Le projet vise également à orienter l'investissement vers des secteurs productifs à forte valeur ajoutée, à réaliser le développement durable et à faire du Royaume un pôle continental et international dans le domaine des investissements directs étrangers, avec à la clé la promotion des petites et moyennes entreprises. Également au menu de ces travaux, un projet de loi relatif aux armes à feu, leurs pièces, éléments, accessoires et munitions. Le texte complète aussi le décret relatif à la situation des attachés militaires, de leurs adjoints et des autres personnels militaires affectés auprès d'eux, avec la création d'un poste d'attaché militaire auprès des ambassades du Royaume en Inde et en Turquie. Et dans le cadre du renforcement des réseaux de coopération et de partenariat liant le Maroc à nombre de pays frères et amis et la diversification de leurs domaines, le Conseil des ministres a approuvé 16 conventions internationales, dont 9 bilatérales et 7 multilatérales. Et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution, Sa Majesté le Roi a procédé à des nominations à de hautes fonctions. Au terme des travaux du Conseil, le ministre de l'Intérieur a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé portant sur les mesures élaborées en application des hautes instructions royales concernant l'organisation de la communauté juive marocaine. Ces mesures tirent leur fondement de la charge suprême qui incombe à Sa Majesté le Roi en sa qualité d'Amir al-Mu'minin et garant du libre exercice des cultes pour l'ensemble des Marocains, toutes confessions religieuses confondues. Elles viennent consacrer l'affluent hébraïque en tant que composant de la culture marocaine, riche de ses multiples affluents. Le dispositif soumis à la haute appréciation du souverain a été élaboré au terme de larges consultations avec les représentants de la communauté juive et des personnalités y appartenant. Il comprend 3 instances, le Conseil national de la communauté juive marocaine, la Commission des juifs marocains de l'étranger et la Fondation du judaïsme marocain. Les principaux axes de la réforme du système de santé ont été donc présentés mercredi devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Un grand chantier social qui se concrétisera avec l'extension accélérée d'une couverture sociale inclusive et durable, et avec aussi la généralisation de la couverture médicale, tout en réorganisant l'offre de services de santé au Maroc et en améliorant surtout la gouvernance sanitaire pour répondre aux aspirations des citoyens. Oumel Marami.
C'est l'un des piliers de la société, la santé. Un secteur clé dont la réforme est une urgence. Un grand chantier de développement engagé sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Son noyau, la révision du système de santé et la généralisation de la protection sociale. Des réformes que la rue marocaine attend avec impatience. Le citoyen marocain attend beaucoup de cette réforme. La santé est primordiale pour une vie digne. Les soins doivent être accessibles à tous. Ce projet aura des retombées positives. Les citoyens marocains auront accès plus facilement et surtout gratuitement à des soins de qualité. Un projet ambitieux. Pour le mettre sur pied, un projet de loi cadre relatif a été élaboré. Il se base sur 4 piliers fondamentaux. Une bonne gouvernance pour le renforcement des mécanismes de régulation, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l'offre sanitaire et la digitalisation du système de santé. Ce projet de loi cadre est d'une grande portée politique et stratégique à travers la création d'une haute autorité de la santé, d'une agence des médicaments et des produits de santé et d'une agence du sang et des produits dérivés du sang. Tout cela facilitera aux citoyens l'accès à des services de soins de qualité et aux médicaments à des prix abordables pour les plus vulnérables. L'un des piliers de cette réforme est la création de groupements sanitaires territoriaux. Ils seront chargés principalement du renforcement des mécanismes de coopération et de partenariat entre le secteur public et privé. Tout cela va œuvrer à l'équité en termes d'accès aux soins sur le plan national. Et justement, dans ce but précis, la réforme vise également à drainer des ressources humaines depuis l'étranger. Des compétences marocaines expatriées, mais également d'autres nationalités. De quoi insuffler un nouveau souffle à notre système de santé. Et pour en parler avec nous sur le plateau, le politologue Mostafa Shahimi. Professeur, bonsoir. Bonsoir. La réforme du secteur de la santé a un projet structurant avec des piliers fondamentaux, comme nous venons de le suivre dans le reportage, et puis avec de grandes ambitions. Un chantier social énorme qui ne cesse de s'accélérer. Votre commentaire, professeur ? Quels sont les grands chantiers du Maroc aujourd'hui et pour la décennie à venir ? La santé, le logement et l'habitat, l'éducation, l'emploi et le basculement de l'appareil productif et de la société vers un modèle du savoir et de technologie. La santé, précisément, c'est la crise liée à la pandémie Covid-19 qui a permis de faire l'état des lieux, de constater que nous avions un gros déficit en la matière. C'est pour ça que cette loi cadre était un texte extrêmement important. C'est une nouvelle vision, c'est une réarticulation de l'ensemble du système de santé. Ça a été dit. C'est quoi ? C'est d'abord la valorisation et une réflexion sur le personnel et les ressources humaines avec un statut particulier pour le personnel sanitaire, alors qu'aujourd'hui on a le statut général de la fonction publique 1958. C'est aussi une politique de formation des médecins. Nous ne formons que 1400 médecins par an et donc le déficit est extrêmement important. C'est aussi la bonne gouvernance, c'est important, c'est-à-dire que ça soit mieux géré avec de la régulation et une planification territoriale pour mettre fin aux disparités entre les régions, les provinces et les préfectures, c'est extrêmement important. Et puis la création d'une haute autorité de la santé. C'est une institution importante parce qu'elle va prendre en charge un certain nombre de domaines, lesquels le suivi de la généralisation de l'AMO et une politique de médicaments, une politique pharmaceutique où il y a de grandes insuffisances, vous le savez. Il y a également un dernier point dans cette grande réforme, c'est une articulation de notre système national de santé qui est centralisé aujourd'hui autour de groupements régionaux liés à des CHU. Donc voilà des choses qui sont importantes. Ajoutons aussi qu'il y aura une évaluation, il y a un contrat de performance qui va être établi, et puis il y a aussi la recherche de synergie entre le public et le privé, avec cette dernière précision, c'est qu'enfin on va se préoccuper du parcours du malade, entre le médecin de famille, le parcours de soins, entre le parcours de santé, le médecin de famille, l'hôpital, le suivi, etc. Et puis le fait qu'il y aura enfin une carte sanitaire donnant une visibilité pour relever les manques et essayer d'y remédier. Très bien, professeur. Autre grand chantier qui s'accélère, celui relatif à l'investissement
d'investissement cette fois-ci. Et là aussi, les défis, il faut le dire, sont immenses. Il est question d'accélérer la création d'emplois supplémentaires, aussi faire du Maroc un pôle national, international, continental compétitif et attractif, et puis miser surtout sur les secteurs productifs à forte valeur ajoutée. Quelle feuille de route déjà pour y parvenir? J'ai un peu de mémoire et je me souviens qu'en 2016 déjà avait été posé le problème de cette charte d'investissement. Pourquoi ça a tardé autant? C'est une autre question. Je ne vais pas y répondre, c'est connu. Donc c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important une charte d'investissement? Parce que ça permet de préfigurer par avance, de manière prospective, les secteurs qui ont besoin d'être encouragés de telle ou telle manière. Et l'adapter aux défis actuels, parce que les temps changent. Et au problème qu'il y a, le problème de l'économie aujourd'hui, ouvert de plus en plus sur la mondialisation. Ça permet donc de promouvoir l'impact de l'investissement, donc donner de l'efficience à l'investissement. Ça permet également d'avoir un contrôle pour une politique de réduction des disparités, et ça permet d'encourager, de stimuler des secteurs productifs à forte valeur ajoutée. C'est également intéressant pour le privé. Le privé, vous savez, l'investissement privé a besoin de visibilité, à savoir de demain, dans 1 an, dans 5 ans, 10 ans, quels sont les secteurs où l'État compte prioriser sa politique d'investissement avec des aménagements fiscaux s'il le faut, etc. Donc c'est une grande réforme, c'est qui doit régler des dossiers lourds, le dossier du foncier, c'est important, le problème du financement, de la mobilisation de sources-financement, l'implication des banques, donc un grand acquis, enfin, parce que, je le répète, ça donne de la visibilité aux opérateurs nationaux et aux opérateurs étrangers qui savent maintenant quelles sont les priorités de nos politiques publiques dans le domaine économique. Très bien. Autre point très intéressant, professeur, celui concernant les mesures élaborées concernant l'organisation de la communauté juive marocaine, des mesures qui finalement viennent consacrer ce legs, cet héritage hébraïque qui fait partie intégrante de la composante culturelle marocaine. C'est une communauté, partie intégrante de la communauté nationale, évidemment, et dont le statut culturel a été reconnu, vous savez, dans le préambule de la Constitution de 2011, je n'y reviens pas. C'est une communauté qui est aujourd'hui de 3500 personnes environ, dont 3000 à Casablanca. Elle avait besoin d'être organisée autrement. Savez-vous que le texte encore en vigueur, je mets jusqu'à ce soir, c'est un daïr de 1945. Savez-vous que les instances qu'il y a aujourd'hui représentatives de la communauté juive marocaine ont été renouvelées en 1969. Donc il y a bien une réorganisation s'imposait. Oui, une réorganisation et une institutionnalisation parce que la communauté doit s'organiser autrement. Donc ça c'est important. Alors c'est une communauté importante ici, par sa vigueur et sa place dans la société, mais à l'extérieur, il y a la diaspora. Il y a 800 000 juifs israéliens en Israël, qui sont séfarades, d'origine marocaine. Il y a des centaines de milliers de juifs marocains qui sont essentiellement aux États-Unis, en France, au Canada, et aussi dans d'autres pays. Donc c'est une communauté importante. Il y avait une initiative d'ailleurs, c'était en 1985, où avait été constitué le Rassemblement mondial des communautés juives marocaines. 1985, c'était à Montréal, mais c'était un cadre tout à fait informel. Alors aujourd'hui, il y a 3 décisions, 3 nouvelles instances. C'est le Conseil national de la communauté juive marocaine, c'est important, donc qui va se prendre en charge. Deuxième instance, la commission juive marocaine des juifs à l'étranger, et donc qui va prendre la place du Rassemblement mondial juif dont j'évoquais. Et puis troisième point, la fondation du judaïsme marocain au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de préserver l'héritage immatériel, de préserver les traditions et également les spécificités. Donc c'est un acte important, fort, qui témoigne d'une politique d'institutionnalisation, et ça, c'est le souverain. Je vous rappelle ce qu'avait dit Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin quand il avait reçu le pape François en mars 2019. Il lui a dit, je suis commandeur des croyants.
l'immense majorité de la population marocaine musulmane, mais en même temps, je suis garant de la liberté des cultes, donc des gens du livre, en l'espèce, ça a été dit devant le pape. Donc il y a là une vision royale de protection et de garantie du libre exercice des cultes. Ça fait partie de la charge d'Amir el-Mouminin et c'est d'ailleurs aussi dans la Constitution. Et cette liberté, elle a toujours régné au Maroc, le Maroc pluriel, où règnent les valeurs de la convivence, de la tolérance et de la coexistence, professeur. Restez avec nous, professeurs. Nous allons revenir à vous pour un autre éclairage. Mais à présent, parlons de cette médiation directe du Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les autorités israéliennes ont décidé l'ouverture du poste frontière à Al-Enbir, Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie. L'ouverture de ce point de passage très fréquenté par les Palestiniens aura des retombées bénéfiques sur le quotidien des Palestiniens. Elle va faciliter aussi la circulation des personnes et des biens. Une nouvelle avec un fort impact humain et social. Elle est chaleureusement accueillie par les Palestiniens de la Cisjordanie. Regardez ces images commentées par Mariam El-Missi. Poste frontière à Al-Enbir, Roi Hussein, le seul débouché pour 4 millions de Palestiniens sur le monde, est ouvert nuit et jour. Aussitôt annoncé, la décision suscite un sentiment de soulagement et de joie générale chez les Palestiniens de Cisjordanie. C'est une très bonne nouvelle pour les citoyens d'Al-Quds. Avant, je devais mettre en place toute une organisation pour me rendre chez ma famille en Jordanie. Je m'arrangeais pour faire le départ à une heure précise et faisais en sorte que cela n'empiète pas sur mes heures de travail. C'était un vrai calvaire. Grâce à la médiation marocaine, je me déplace facilement. L'accès au pont est garanti 24 heures sur 24. Ces citoyens palestiniens pourront désormais profiter de l'ouverture définitive de ce poste frontalier. La majorité des voyageurs l'empruntent pour rendre visite à ses proches en Jordanie, parmi lesquels de nombreux jeunes étudiants. L'ouverture du pont Al-Enbir a complètement changé mon quotidien. La traversée est beaucoup plus facile. On y passe moins de temps. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au Maroc pour sa médiation. C'est une véritable planche de salut pour les étudiants palestiniens. Des marques de gratitude partagées chez les Palestiniens envers le Royaume du Maroc. Cette médiation sous le leadership royal est un témoignage éloquent de l'intérêt que ne cesse de porter Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, à la cause palestinienne et au bien-être des Palestiniens. Le Maroc a toujours joué un rôle précurseur dans le soutien de la cause palestinienne. Cette médiation intervient dans la lignée de l'appui pérenne politique, diplomatique et financier historique offert par le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI à la Palestine. C'est un pas de géant que nous venons de faire grâce à la médiation du Royaume du Maroc sous le leadership royal. Cet effort témoigne de l'intérêt que Sa Majesté porte aux causes arabes et de son leadership effectif pour le dénouement de ces causes. La médiation marocaine atteste également du leadership de Sa Majesté le Roi sur la scène politique internationale. Des réactions unanimes, la médiation marocaine couronnée de succès par l'ouverture de ce poste frontière stratégique est fortement saluée pour son impact humain et sa grande portée géopolitique. Retour à vous, Monsieur Shemi. La médiation marocaine est directe sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI est partout saluée par les géostratèges, par les géopoliticiens, mais aussi par la presse internationale. Et nous allons dans quelques instants suivre une revue de presse express. Parlez-nous de la portée, la percée diplomatique de cette médiation directe marocaine et de ses retombées aussi. C'est un poste frontière, donc à Al-Enbir Roi Hussein, qui était ouvert suivant certaines heures. Il n'était pas totalement fermé, comme on pourrait le penser. Il y avait des heures d'ouverture, donc ça gênait le trafic, c'était compliqué. C'est important, ce qui vient d'être obtenu. Ouverture permanente, sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est important pour dire quoi, d'abord, sur la diplomatie marocaine conduite par le souverain. Une diplomatie, c'est pas des postures. C'est pas des gesticulations comme on peut le voir ici ou là dans la région ailleurs. Une diplomatie, c'est des actes. Ça, c'est un acte important. C'est une artère centrale. Donc c'est un poumon économique, c'est un poumon social,
puis psychologiquement, c'est le seul poste de contact des Palestiniens avec le monde. Sur le monde. Premier point. Deuxième point, c'est une préparation qui a été faite avec les Américains évidemment, mais qui a associé aussi les Israéliens et les Jordaniens et les Palestiniens. C'est là une dynamique collective de recherche de solutions. Ça, c'est la position marocaine. Dernier point, c'est l'engagement pris par le souverain quand il avait téléphoné le jour même de la reconnaissance américaine de sa souveraineté du royaume de ses provinces sahariennes, décembre 2020. Il avait téléphoné le jour même à Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, pour lui dire « Nous continuons, nous sommes fidèles à la cause palestinienne qui est au même rang que la cause du Sahara. » Voilà un acte qui témoigne qu'il y a toujours cette préoccupation au niveau du souverain, et ça, c'est le leadership du souverain. Aucun autre chef d'État n'a pu obtenir cette mesure-là. Donc, c'est important à relever. Donc, c'est une diplomatie qui, avec des actes, arrache des acquis considérables. Qui avec des actes proactifs, qui suit et qui témoigne de nouveau, si besoin était, sa solidarité totale avec le peuple palestinien. Qui fédère les parties concernées, qui ouvre la voie au dialogue. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Sahimi, pour cet éclairage. Merci à vous. La médiation marocaine sous leadership royal couronnée donc avec succès par l'ouverture de ce poste frontière stratégique. Elle fait couler beaucoup d'encre. On salue fortement une médiation réussie en faveur de l'amélioration du quotidien du peuple palestinien. Le Maroc a joué un rôle clé dans la décision israélienne d'assurer aux Palestiniens un accès permanent au pont du poste frontière Al-Enbir wa Hussein. Et ce sont là les propos d'un haut responsable de l'administration américaine relayés par le quotidien israélien Haaretz. La médiation directe du Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI fait également la une du journal de Jérusalem Post qui rappelle que la ministre israélienne des Transports, Merav Michaeli, a remercié Sa Majesté le roi Mohammed VI personnellement pour son engagement continu à faire progresser la paix et la prospérité au Moyen-Orient. La médiation menée par le Royaume du Maroc et les États-Unis a fini par aboutir à un accord pour l'ouverture définitive de ce point de passage, précise le journal jordanien Al-Rad également. À présent, le point sur les principaux chiffres liés au Covid-19, 787 nouveaux cas et 6 nouveaux décès confirmés pendant ces dernières 24 heures. On ne le dira jamais assez, restons vigilants et armons-nous des gestes barrières et de la dose de rappel, la dose booster. Peu de forêts du Nord, malgré les efforts engagés de manière continue et les grands moyens déployés, les flammes ne sont pas encore totalement maîtrisées dans certains foyers de feu. Les conditions météorologiques défavorables compliquent les opérations. À Tétouan, dans la forêt de Beni Der, plus exactement, les efforts des équipes d'intervention se poursuivent. Plus de 30 interventions aériennes ont été jusqu'ici organisées par des bombardiers d'eau pour venir à bout des flammes. Plus de 200 hectares de forêt ont été brûlés et plus de 200 personnes parmi les habitants de 4 douars avoisinants ont été évacuées afin de garantir leur sécurité. Et puis à l'arrache, dans la forêt de Beni Srif, les efforts se poursuivent également. Les dernières informations qui nous parviennent précisent que les feux ont ravagé la moitié de cette zone forestière d'une superficie estimée à plus de 2000 hectares. Le temps caniculaire se poursuit. Face à cette vague de chaleur étouffante, les nourrissons et les enfants en bas âge doivent particulièrement bénéficier d'une bonne protection. Des conseils et des recommandations à suivre dans ce reportage réalisé à Fès par Mustafa Zahiri et Soukine El Hachimi sur un récit de Meriem El Messi. Dehors, le thermomètre frôle les 40 degrés. Pas question pour ces mamans de laisser leur tout petit exposé aux coups de chaleur. Dans ce cabinet de pédiatrie, elles sont sensibilisées aux bons gestes à adopter. J'évite de faire sortir mon enfant sous cette chaleur. Même à l'ombre, il risque une insolation. J'essaie de lui donner à boire et à manger des fruits d'été désaltérants comme la pastèque ou le melon. Pendant la journée. Pour la rafraîchir, je lui donne souvent des bains d'eau tiède. Je veille aussi à l'hydrater plusieurs fois par jour. Beaucoup de temps.
Les enfants sont particulièrement sensibles à la canicule. Alors, que faire pour les soulager ? Il est nécessaire de ventiler les pièces de vie. La climatisation doit être fixée à moins de 5 degrés que la température ambiante. Il faut également penser à humidifier le corps du bébé, lui donner des bains réguliers. Hydrater, c'est donc le maître mot. Les pédiatres sensibilisent plus que jamais les parents aux signes qui peuvent les alerter. Peau rouge, fièvre, peu ou pas d'urine peuvent être les premiers symptômes d'une hyperthermie. Le temps caniculaire se poursuit et face à cette vague de chaleur étouffante, les nourrissons et les bébés, nous le disions, doivent bénéficier d'une bonne protection. Et en ces temps caniculaires, justement, quoi de mieux qu'une sortie nocturne pour se rafraîchir et savourer de bons rythmes musicaux dans une ambiance conviviale, une ambiance bon enfant. Et c'était le cas pour les Gadéris ce week-end qui ont eu droit à un week-end festif avec le retour du festival Timitar, la 17e édition du festival Timitar qui revient après 2 ans d'arrêt forcé à cause du Covid-19. Tout de suite, l'ambiance en compagnie d'Iman Aglou et Hijb Tamek. Des retrouvailles aux couleurs de la diversité. Sur la place Al-Amel, c'est une foule des grands jours qui a convergé pour les concerts de la clôture. Avec en vedette le jeune artiste Hatim Amour. Je suis très content de retrouver mon public, c'est très gratifiant. Le public gadiri est là, les visiteurs de la ville aussi. Je suis ravie de faire partie des artistes ici présents. Des artistes de tous bords et des sonorités musicales fidèles à la devise du festival. Les musiques amazirs accueillent les musiques du monde. Le retour de Timitar est un vrai soulagement pour nous, pour notre ville. Nous en sommes heureux. J'ai assisté à beaucoup de concerts. Celui de l'incontournable Taba Amrant, de Zined Daoudia et d'un artiste que je chéris particulièrement, Ouded. Timitar, véritable carrefour d'échange, où la musique devient le langage d'une pensée universelle. Paris réussit, encore une fois, malgré 2 ans de rupture en raison de la pandémie. Le festival revient après 2 ans d'absence. Cette 17e édition a maintenu le cap grâce au professionnalisme de ses équipes à tous les niveaux. C'était une édition réussie. Et la capitale du Souss a été au rendez-vous, à l'accueil d'une ambiance festive et enchanteresse, doublée d'un melting pot où les cultures du monde embrassent les traditions de la ville de la Renaissance. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.